52e briefing, donc en format pratiquement complet pour 2 orateurs en tout cas. Pavel est en mission en France. Je les rejoins la semaine prochaine et donc on aura Anne probablement qui tiendra les briefings pendant la semaine prochaine. Voilà, donc je crois qu'on va commencer aujourd'hui par Arnaud et puis ensuite Igor complétera tout ça. Donc Arnaud, nous t'écoutons. Merci, Président, et bonjour à tous. Quelques mots d'économie pour commencer avec l'adoption au niveau des ambassadeurs de l'Union européenne du 11e train de sanctions contre la Russie. Il n'est pas encore publié, on dispose cependant de quelques éléments. Je rappelle que la philosophie d'ensemble de ces nouvelles sanctions, c'est de colmater les brèches dans les dispositifs existants et de frapper les entités de pays tiers qui facilitent le contournement des sanctions existantes. Alors, il se dit, d'après les informations ayant fuité, que seraient concernées 71 personnes physiques, 33 personnes morales, essentiellement des entreprises du complexe militaro-industriel russe. Les diamants ne sont pas concernés, contrairement à ce dont il était question ces dernières semaines. Que peut-on, encore une fois, en dire à ce stade? Eh bien que, manifestement, il est de plus en plus dur de se mettre d'accord sur de nouvelles sanctions. Je rappelle que le précédent train de sanctions remontait au 25 février. Voilà. D'après l'agence d'information économique Bloomberg, les services juridiques de l'Union européenne seraient arrivés à la conclusion qu'il n'était pas faisable juridiquement de confisquer et de réaffecter les avoirs russes gelés en Europe au profit de l'Ukraine. Enfin, une information bancaire. Raiffeisen, et notamment sa filiale russe, va cesser à compter du 3 juillet d'émettre des virements depuis la Russie, des virements en euros, vers une douzaine de pays, notamment de la CEI, mais également les Émirats arabes unis, la Jordanie. Tout ça fait suite aux pressions, on en avait parlé lors de nos briefings, exercées par l'OFAC, le Trésor américain, sur Raiffeisen pour que cette banque qui joue un rôle majeur dans les derniers échanges commerciaux entre les pays européens et la Russie, bien pour qu'elle réduise la voilure. J'avais évoqué par ailleurs lors du dernier briefing les demandes explicites et répétées de la Banque centrale européenne pour que les dernières banques européennes opérant en Russie plient les Gaules, si j'ose dire. Et bien, on voit que Raiffeisen est sous pression et cherche à limiter son exposition. Ceci étant, à ce stade, en tout cas, il n'est pas question d'une fermeture de la filiale, d'une cession qui de toute façon serait très malaisée. J'en viens maintenant à la politique intérieure avec trois petites nouvelles, mais qui ne sont pas inintéressantes de mon point de vue. Tout d'abord, le parquet général de Russie qui vient de déclarer indésirable l'ONG internationale de protection de l'environnement WWF. Ce n'est pas très étonnant puisque Greenpeace a déjà subi le même sort. Ceci étant, des rumeurs à Moscou circulent qui font état non pas d'une décision du Kremlin, mais plutôt d'un lobbying des grands groupes industriels russes qui étaient très hostiles aux activités de cette ONG, en particulier s'agissant des émissions et des problématiques de pollution. Monsieur Sobyanin, qui est à l'honneur 2 jours de suite, il a d'abord inauguré aux côtés du président Poutine une ligne de tramway fluvial électrique de surcroît. Et cet événement, qui est un événement plutôt intéressant en termes d'infrastructure dans la capitale russe, a été largement relaté dans les médias nationaux. Et puis hier, c'était son anniversaire, les 65 ans de Sergei Sobyanin, et il a été décoré dans l'ordre du mérite par le président russe. Donc manifestement, le maire de Moscou, qui doit se représenter en septembre, est en cours au Kremlin. Enfin, le président russe et son ministre de la Défense, Sergei Shoigu, ont reçu, accueilli et sont intervenus hier devant les jeunes diplômés des différentes académies militaires de Russie.
Alors, les propos étaient assez convenus, mais ce qui me frappe, en tout cas ce qui confirme ce qu'on a dit précédemment ici, c'est que et le président et le ministre de la Défense, depuis une quinzaine de jours, c'est-à-dire depuis le début de ce qui est présenté comme la contre-offensive ukrainienne, eh bien, communiquent beaucoup, directement, personnellement, et ils le font d'autant plus volontiers que, semble-t-il, sur le terrain, les évolutions, si elles restent incertaines, en tout cas, ne sont certainement pas aussi favorables à l'Ukraine que cette dernière l'espérait au moment de lancer les opérations. Voilà ce que je pouvais dire, Président, aujourd'hui. Merci. Alors, on a déjà quelques réactions à tes informations, notamment la question des avoirs. Est-ce que cette position européenne est en ligne avec la position américaine? Les Américains comptent faire quoi avec les avoirs? Les Américains sont également très prudents sur ces questions-là, les Suisses aussi, tout simplement parce que enfin, si l'on parle encore une fois des avoirs de la Banque centrale, il y a une immunité étatique qui s'impose, donc le gel est possible, c'est ce qui se pratique, mais l'expropriation ne l'est pas. En tout cas, il n'y a pas aujourd'hui de... Et évidemment, c'est s'exposer d'une part à des rétorsions russes, et surtout, là, les Américains, les Européens et les Suisses sont d'accord, cela revient à créer un précédent qui, tôt ou tard, pourrait être utilisé par d'autres pays que la Russie contre les États-Unis. Pourquoi pas un jour la Chine, l'Arabie saoudite ou d'autres. Sans parler des risques à plus court terme de retrait, par exemple, de fonds d'Europe ou des États-Unis de la part de pays pas particulièrement démocratiques et qui estiment qu'un jour ils pourraient eux aussi se faire exproprier. Donc c'est vraiment euh, c'est la boîte de Pandore pour le coup. Je pense qu'on peut qualifier ça ainsi. Ceci dit, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de pays qui seraient plus sûrs pour tous ces pays, pour y avoir des démocratiques, pour mettre leurs fonds. Je pense qu'il n'y a pas tellement de paradis de ce point de vue-là. Ben, l'autre option étant peut-être de faire ce que commencent à faire les Russes, c'est-à-dire de garder leurs sous chez eux et d'investir chez soi. Sous son matelas. Voilà. Raiffeisen, il vire du coup vers quel pays actuellement si cette dizaine de pays n'est plus possible? Alors encore une fois, on parle de virements en euros, non pas de virements en yuan, en dollars et d'autres devises éventuelles. Et les pays concernés, ce sont des pays dont on pense, dont en tout cas l'Union européenne, le Trésor pense qu'ils servent de plaque tournante pour les importations parallèles, voire pour d'autres opérations. Donc, outre les Émirats arabes unis, il y a, je l'ai dit, je l'ai peut-être pas dit d'ailleurs, le Kazakhstan, l'Arménie, qui ont vu leurs chiffres du commerce extérieur avec la Russie exploser. Donc, il s'agit très clairement pour Raiffeisen de limiter son exposition à des accusations européennes ou américaines d'aide au contournement, d'aide ou de facilitation aux importations parallèles. Mais tous les autres, par définition, restent ouverts. Donc, voilà. Mais c'est un signal. C'est un signal, c'est le début d'une tendance. Et concernant le World Wide Fund, là, les sanctions ou le fait que ce soit déclaré agent de l'étranger, enfin, des choses pas Indésirable. très agréables, indésirables, est-ce que ça risque pas d'un peu s'aliéner les esprits écologiques et la cause animale qui sont assez nombreux en Russie quand même? Il n'y a pas vraiment d'organisation équivalente en Russie, enfin, qui ait ce prestige en tout cas. Oui, et on sait qu'au plus haut niveau de l'État, chez le président et chez son conseiller Sergei Ivanov, il y avait une fibre écologiste, en tout cas, ou animalière parfois. On a tous à l'esprit ces tigres de l'amour en particulier. Bon, on peut aisément prévoir le discours officiel. Ce qui va être dit, c'est que les Russes eux-mêmes peuvent s'occuper de l'écologie et voilà, et n'ont pas besoin d'ONG occidentales, de pays inamicaux pour s'en occuper. Je pense que c'est comme ça que ce sera présenté si tant est que la question se pose. Ah, il y a un dernier point qu'on nous soulève, c'est le vieux serpent de mer, Sobyanin en cours. Est-ce que ça veut dire que Sobyanin est un dauphin possible pour rester dans le domaine animalier? Encore une fois, le scénario central,
aujourd'hui, restons prudents, c'est que Vladimir Poutine se représente l'année prochaine. La question, c'est est-ce qu'il fait l'intégralité de son mandat ou est-ce qu'il préfère, par exemple, une fois les objectifs atteints, pour le paraphraser en Ukraine, est-ce qu'il cède sa place? Et le cas échéant, à qui? Ça fait beaucoup d'hypothèses. Encore une fois, Sobyanin a beaucoup d'atouts. D'abord, c'est le maire de Moscou depuis 2010. De la vie générale, Moscou est une ville qui non seulement s'embellit, mais qui devient de plus en plus vivable et même confortable, ce qui n'était pas le cas, ce qui n'était pas gagné il y a 15 ou 20 ans. À l'évidence, cette ville progresse. Sobyanin, par ailleurs, je dirais, coche toutes les cases. Hein. Il a été dirigeant à la fin des années 90 de la région de Tyumen, qui est une grande région pétrolière. Il a travaillé ensuite aux côtés de Vladimir Poutine au sein de son administration, après à l'appareil gouvernemental. Donc c'est quelqu'un qui a toute la confiance du président, qui le connaît très bien, qui sait gérer manifestement une très grande agglomération, une très grande communauté, et qui pourrait faire partie, qui aurait pu être Premier ministre, et qui pourrait peut-être, le moment venu, lui succéder. Il y a un bémol, et je crois qu'Igor en avait parlé une fois précédente, c'est que Sobyanin a 65 ans, donc n'est pas beaucoup plus jeune que le président. Si on s'engage dans un scénario intermédiaire, c'est-à-dire non pas une succession de ruptures avec un saut générationnel, Sobyanin peut être quelqu'un qui rassure et qui assure une transition. Mais encore une fois, on est vraiment dans le domaine des scénarios. Merci infiniment pour tout ça. On va donc passer maintenant, reste à portée de main si jamais il y a d'autres Bien questions sûr. qui arrivent. On va passer maintenant la parole à Igor qui va nous parler, comme toujours, d'horizons lointains ou même un peu plus proches. Mais voilà, on t'écoute. Merci Gilles, bonjour à tous. Alors je vais commencer par aborder la traditionnelle état des lieux de l'aide militaire à l'Ukraine, en tout cas des dernières informations qui concernent cette aide militaire, avec tout d'abord l'Allemagne qui a annoncé qu'il ne lui restait plus que 20 000 obus de 155 mm, hein, donc ça c'est les obus les plus consommés sur le champ de bataille ukrainien. Donc en tout et pour tout, 20 000 obus dans ces arsenaux, ce qui correspond au rythme moyen auquel sont consommées les munitions en Ukraine à 3 ou 5 jours de combat, et que par conséquent, il fallait regarnir les stocks, notamment en vue de se conformer aux standards de l'OTAN, selon lesquels les États membres doivent être en mesure d'assurer 30 jours de combat dits de haute intensité et disposer donc des stocks nécessaires. Et par conséquent, d'ici 2031, l'Allemagne souhaite disposer de 230 000 obus. Alors la question, c'est pas est-ce qu'elle peut les produire. Évidemment qu'elle peut les produire. La question, c'est quel est le panachage? Est-ce qu'on produit pour alimenter l'Ukraine ou est-ce qu'on produit d'abord pour recomposer les stocks, étant entendu qu'on ne peut pas faire vraiment les deux en même temps, en tout cas pas de manière satisfaisante. Je rappelais ici régulièrement au cours des séances précédentes les différentes déclarations d'armuriers allemands. J'ai parlé de Rheinmetall il y a quelques jours, il y avait d'autres que j'ai évoqués, qui étaient quand même, à travers leurs déclarations, laissaient quand même transparaître un gros scepticisme sur pas mal d'objectifs objectifs politiques, hein, et de déclarations qui étaient faites concernant la nature et le contenu de cette aide militaire allemande. L'Allemagne a annoncé 381 millions d'euros supplémentaires d'aide humanitaire, pour le coup, pour 2023, donc une rallonge en vue de ce qui a déjà été donné, et ce qui porte, d'après Madame Barbock, l'aide de l'Allemagne, tout confondu, militaire, humanitaire, économique, à l'Ukraine, à 16,8 milliards de dollars depuis le début du conflit. Alors, souvenez-vous, je vous avais donné le chiffre cité par M. Stoltenberg au printemps concernant l'aide de l'OTAN, des pays de l'OTAN. Hein. Donc là, évidemment, les États-Unis étant le gros morceau, hein, mais il y a tous les autres. Au printemps, cette aide était estimée par M. Stoltenberg, alors là aussi c'est tout confondu, hein, à 150 milliards de dollars depuis le 24 février 2022, donc en gros un peu plus d'une année. On peut imaginer raisonnablement que depuis le printemps, cette aide a encore en volume, ça a encore augmenté. Pour vous donner un ordre de grandeur, en tout cas faire une comparaison pour comprendre l'ampleur de cette aide, 150 milliards de dollars, ça correspond au prix de la Station spatiale internationale qui tourne en orbite depuis des années.
Donc, on se rend compte un peu des proportions en termes de chiffres et de volume d'argent que représente cette aide. Alors, toujours sur cette aide militaire, la Lettonie a annoncé qu'elle remettrait prochainement un nouveau lot d'hélicoptères militaires à l'Ukraine, mais que ce serait le dernier, puisque la Lettonie, après cette remise, n'aura plus aucun hélicoptère militaire dans son armée. Ils ont tout donné. Et le Premier ministre letton a indiqué que son pays avait consacré jusqu'à présent 1,3% de son PIB à l'Ukraine, dont 1% rien que pour l'aide militaire. Enfin, le Portugal, dont on parle peu depuis l'affaire des tanks, a annoncé qu'il allait livrer 14 transports de troupes blindées M113, donc ça c'est des transports de troupes légers, hein, et également un obusier, mais bon, on a quand même le sentiment qu'on arrive un peu en bout de chaîne et que, entre guillemets, on racle un peu les tiroirs sur certains segments pour encore alimenter l'armée ukrainienne et que maintenant on monte en gamme sur le matériel avec le débat autour des avions. Bon, ça, on en a déjà parlé, je vais pas y revenir. Les États-Unis ont annoncé que précisément le conseiller à la sécurité nationale du président américain, M. Jack Sullivan, dont j'ai déjà parlé occasionnellement, mais également la sous-secrétaire d'État américaine pour les affaires politiques, Mme Victoria Nuland, vont se rendre ce week-end au Danemark pour rencontrer des représentants des pays dits du Sud global. C'est le Financial Times qui révèle cette information. Manifestement, ce déplacement aurait été poussé par l'Ukraine, qui a demandé donc aux représentants américains de prendre leur bâton de pèlerin, comme dirait Gilles, pour aller porter la bonne parole auprès des pays du Sud et donc se retrouver au Danemark avec des représentants de pays du Brésil, de l'Afrique du Sud ou de l'Inde. D'après le Financial Times, il s'agira essentiellement d'entretiens informels au cours desquels les principes de la paix en Ukraine, hein, c'est la formule employée par le journal américain, seront discutés. En tout cas, on voit que peut-être il sera encore question d'essayer de les convaincre entre guillemets, de lâcher la Russie ou tout du moins de mitiger, de modérer, comment dirais-je, nuancer leur collaboration avec la Russie. Mais manifestement, les discussions porteront aussi sur les modalités d'une éventuelle paix. Et voilà, c'est des choses qu'on va essayer de suivre et dont on essaiera de vous reparler la semaine prochaine, dès lors qu'on saura ce qu'on voudra bien nous dire, ce qui ressortira en tout cas de cette discussion. La reconstruction de l'Ukraine est un sujet qui a été débattu à Londres les 21 et 22 juin. Londres qui a accueilli une conférence internationale qui était consacrée à la reconstruction de l'Ukraine, à laquelle ont pris part une bonne cinquantaine de pays et au cours de laquelle il était question de tout sauf de soutien militaire, puisque là, l'enjeu était véritablement l'économie de l'Ukraine, les infrastructures, les pistes pour la reconstruction. Je rappelle que la Banque mondiale a chiffré le coût du chantier ukrainien à 400 milliards de dollars. Manifestement, au cours de cette conférence à Londres, il a été fait pour plusieurs milliards de dollars de promesses de dons. D'une part, et d'autre part, les parties prenantes ont vivement encouragé les entreprises privées à investir dans l'économie ukrainienne. Alors aujourd'hui, ça paraît très très prosaïque, mais l'idée étant de ventiler un petit peu, je dirais, le fardeau, hein, et que ce ne soit pas uniquement les États et puis les différents fonds qui mettent la main au porte-monnaie, mais également les entreprises privées. Et il y a un lien direct avec le sujet qui était évoqué auparavant par Arnaud sur le sort des actifs russes, puisqu'il y avait cette piste qui était explorée de faire fructifier ces actifs russes qui sont pour l'instant gelés, et que les intérêts qu'ils rapportent en travaillant sur différents produits financiers et boursiers soient reversés au chantier ukrainien. Mais même ça, en réalité, juridiquement, semble poser des problèmes. Il y a un chiffre qui a été donné à cet égard par Bloomberg qui peut donner un petit peu un ordre de grandeur. Manifestement, les actifs de la Banque centrale russe qui sont gelés en Europe sont estimés à environ 200 milliards d'euros. Hein, c'est le chiffre qui circule. Bon, on ne sait pas exactement où, en tout cas dans quelle proportion, mais manifestement, il y a un organisme bancaire financier plutôt belge qui s'appelle Euroclear, qui est assez connu et qui sert de structure pour les banques de dépôt, les dépôts internationaux, les outils financiers internationaux pour les grands fonds d'investissement, principalement les États. Une partie de l'argent russe serait détenue par en tout cas gelée dans cette structure belge, et aurait déjà rapporté, ne serait-ce qu'au premier trimestre 2023, près de 750 millions de dollars en étant fructifié sur les différents outils qu'on peut imaginer financièrement. Évidemment, la Russie n'a pas accès à cet argent, elle n'a pas accès non plus aux dividendes
qui sont donc rapportés par cet argent. Mais bon, ça donne un petit peu des idées à certains, mais légalement, ça pose toujours des problèmes pour savoir dans quelle mesure on peut utiliser ou pas cet argent. L'Union européenne, justement, avec Madame van der Leyen, qui a demandé hier au 27 une rallonge de 50 milliards d'euros pour le budget de l'Union européenne en vue d'aider l'Ukraine jusqu'à 2027. Si jamais cette somme est validée par les États et votée par le Parlement européen, eh bien, elle sera débloquée par tranche en contrepartie de réformes institutionnelles et de la poursuite de la lutte contre la corruption qui sera en contrepartie exigée à l'Ukraine. Enfin, un petit mot des BRICS, puisque le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié d'inapproprié la présence d'Emmanuel Macron au sommet des BRICS qui se tiendra en août en Afrique du Sud. Je rappelle que le président français a exprimé le 12 juin dernier le souhait de participer à ce sommet. On présume que c'est pour porter là aussi la bonne parole aux BRICS et aussi peut-être pour essayer comment dirais-je, de jouer un rôle de médiateur ou de se prépositionner comme rôle hypothétique de médiateur. Eh bien, la partie russe a fait savoir donc que cette présence était, je cite, inapproprié. Alors, je voulais évoquer ensuite dans ce point un sujet qui a surgi ces derniers jours concernant le nucléaire et les hypothèses quant à l'usage par la Russie en premier d'une arme nucléaire dans le conflit. Alors, pourquoi ça a surgi? En fait, c'est un sujet qui a été ramené dans le débat public par des publications d'experts qui se sont succédées ces derniers jours dans la presse russe, alors dans Profil, dans Commerçante, dans une revue très connue des politologues, Russia Global Affairs notamment, et qui a commencé par la publication assez retentissante d'un article de Sergei Karaganov, qui est le président d'honneur du SVOP, le Conseil pour la politique étrangère et de défense, qui est un organisme à vocation consultative, mais qui est quand même assez bien en prise avec les milieux décisionnels en Russie et qui regroupe les représentants, les grands experts, les représentants de grands think tanks russes, pour voilà, donner des conseils un petit peu orientés, j'allais dire, la politique étrangère et de défense russe. Avec un premier article donc de Karaganov qui a marqué les esprits, je vais y revenir, et dans lequel qui était débat poursuivi par Dmitri Trenin, dont on a déjà parlé aussi, qui est l'ancien directeur du bureau russe de Carnegie, qui a fermé depuis février 2022. Et également ensuite d'autres publications de Ivan Timofeyev, qu'on a eu le plaisir de recevoir ici il y a quelque temps, qui est maintenant directeur du RIAC, le Russian International Affairs Council, et plus récemment dans Commerçante, un article signé par 3 éminents experts du désarmement et du nucléaire, que sont Alexei Arbatov, Konstantin Bogdanov et également Dmitri Stefanovich. Alors, ce débat a surgi donc je dirais, des affrontements par articles interposés, des affrontements par arguments, d'idées, d'hypothèses, qui surgit alors que dans le contexte actuel, on a eu les développements en Biélorussie, avec Poutine qui a réévoqué encore à Saint-Pétersbourg le déploiement d'armes nucléaires tactiques russes en Biélorussie. Et puis, hier, lors de la rencontre qu'évoquait Arnaud, il a revenu sur le sujet en expliquant que la triade nucléaire russe continue d'être modernisée avec le déploiement de nouveaux vecteurs, la modernisation de vecteurs, etc. etc. Donc, je dirais que toutes des choses qui finalement s'inscrivent dans ce qu'on appelle le signalement nucléaire russe, qui s'est particulièrement musclé depuis le 24 février. Et alors, tous ces débats ont été donc propulsés par l'article de Karaganov qui, en gros, pour le synthétiser, explique que la Russie ne devrait pas se priver d'utiliser l'arme nucléaire dans le conflit en Ukraine. Il revient dans son papier sur, je dirais, les prétentions territoriales russes, en quelque sorte. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'est passé inaperçu dans l'article. Les gens qui ont commenté l'article sont beaucoup concentrés sur l'aspect vraiment nucléaire, mais il revient sur ses prétentions, ses visées territoriales, parle du sud de l'Ukraine orientale. On voit le Dniepr un peu se matérialiser comme une frontière potentielle. Enfin bref, des objectifs qui paraissent, je dirais, très, très, très ambitieux. Pour lui, la trajectoire actuelle du conflit mène tout droit à une collision directe entre la Russie et l'OTAN. Ça paraît à peu près inexorable dans son argumentaire. D'ailleurs, c'est un argument qui est repris par Dmitri Trenin, qui explique que lui aussi, en l'état actuel des choses, le conflit va de manière inexorablement déboucher sur un affrontement entre la Russie et l'OTAN. Et donc, dans un article avec une tonalité assez scatologique, Karaganov explique que
l'arme nucléaire, qui d'après lui est apparue grâce à l'œuvre du Tout-Puissant, hein, je le cite dans son papier, eh bien, devrait être utilisée pour, une fois en plus, je le cite, hein, sauver l'humanité d'une catastrophe en précipitant la fin du conflit. En gros, Lénine a à peu près la même position, sauf que lui n'a aucune dimension scatologique dans son papier. Il a un papier qui a une vocation beaucoup plus pratique. Il explique qu'il faut maintenant, dès aujourd'hui, planifier potentiellement ces frappes, que ces frappes devraient concerner des pays de l'OTAN, en tout cas des bases dans les pays de l'OTAN qui accueilleraient du matériel, notamment des F-16, qui aurait vocation à être employé contre les forces russes en Ukraine. Donc on voit vraiment des choses qui sont assez, je dirais, argumentées, techniques, détaillées. Et à contrario, les Timofeyev, Arbatov, Stefanovic et Bogdanov, eux, argumentent à l'opposé en expliquant que ce serait une erreur monumentale d'utiliser cette arme. Alors chacun déploie des arguments très différents. Timofeyev explique qu'il reprend les arguments de Karaganov et essaie de les retourner en expliquant que finalement, ce que Karaganov qualifie de plaie sanglante, hein, en parlant de l'Ukraine, qui affaiblit la Russie, eh bien, est aussi une plaie sanglante pour les Occidentaux et qu'avec le temps, le coût du conflit n'est pas exclusivement porté par la Russie, mais concernera de plus en plus les économies occidentales et que la compétition avec la Chine aidant, ce coût va s'alourdir aussi pour les Occidentaux. Et donc, les choses sont loin d'être évidentes. Et quant aux trois autres auteurs de l'IMEMO, hein, Arbatov, Stefanovic et Bogdanov, eux s'en tiennent à des arguments beaucoup plus techniques et je dirais doctrinaux en expliquant que l'emploi d'une telle arme rentrerait en contradiction absolue avec la doctrine russe, que je rappelle, le nucléaire est une arme de seconde frappe hein, dans la doctrine russe et que il s'arrête surtout sur les retombées catastrophiques de l'emploi de cette arme, la radioactivité, enfin il rentre dans beaucoup de détails pour expliquer que ça n'aurait strictement finalement aucun sens. Donc tout ça est évidemment point de vue purement épistémologique, très très passionnant dans les arguments qui sont déployés par les uns et par les autres. La question qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure l'hypothèse, en tout cas la position défendue par Karaganov et dans une certaine mesure par Trénine, est-elle représentative ou non de l'état d'esprit dominant dans les courants, en tout cas dans les cercles politico-militaires russes. Est-ce que c'est une idée marginale? Est-ce que c'est une idée qui fait son chemin? Est-ce que c'est une idée dominante? Pour l'instant, on ne sait pas, mais il est intéressant de se poser cette question parce que ces deux éminents chercheurs, hein, que ce soit Trénine ou Karaganov, sont quand même des gens qui sont bien connectés avec justement ces milieux politico-militaires, surtout Karaganov, par leur trajet, par leur parcours, ce qu'ils occupent la position au SVOP. Et donc, on peut se demander, une fois de plus, dans quelle mesure c'est représentatif ou pas de choses qui sont discutées là où ils sont discutés. Voilà, Gilles. C'est vrai que c'est particulièrement inquiétant quand on a des gens qui commencent à parler d'armes atomiques données par Dieu et tout ça. On se demande un peu si on n'est pas dans le délire mystique le plus total. Et donc, quel crédit on peut accorder à tout ça? Et effectivement, assez inquiétant s'il y a un auditoire dans les hautes sphères pour ce genre de délire. C'est surtout ça qui me semble inquiétant dans l'affaire, non? Ça serait, une fois de plus, si jamais c'était des chercheurs de deuxième, troisième zone, des commentateurs un peu excités comme on peut en avoir ici ou chez nous, hein. Bon, ce serait une chose. Ils chercheraient un peu à faire du chiffre, comme on dit, hein. Mais là, ce sont des gens qui ont l'autorité, qui sont une fois plus d'éminents chercheurs, qui sont en prise avec les milieux politiques, avec des milieux militaires, qui ont vocation à conseiller, comme je l'ai dit, hein, notamment dans le cadre du SOP, à orienter tout du moins. Après, les décisionnaires font ce qu'ils veulent. Ils utilisent ou pas cette matière. Mais disons que voilà, ça, on ne sait pas, on n'a pas la réponse dans quelle mesure c'est représentatif ou pas. Une fois de plus, ce n'est pas des articles qui ont été écrits à l'emporte-pièce. Quand on les lit, ils sont très détaillés, très bien construits, indépendamment de l'idée qui est défendue, hein. Ils sont très très bien construits, très bien argumentés. Et une fois de plus, il y a une salve d'articles qui est tirée en l'espace de même pas 10 jours, hein. Alors d'ailleurs, ça a eu des retombées, y compris outre-Atlantique, puisque Madame Gothen-Moller aux États-Unis, qui est l'ancienne personne responsable de la politique de désarmement et du contrôle d'armement, notamment avec les Russes pendant des années, elle était l'homologue des Russes pour les questions de New Start et de contrôle, etc. Elle aussi réagit à ces papiers. Enfin, on voit que c'est un sujet qui est, une fois de plus, qui est un petit peu une ombre, hein, qui plane sur ce dossier ukrainien depuis le départ, en fait, hein. Et on voit que dans certains cercles, les gens aujourd'hui ouvertement appellent à utiliser. Alors, plus précisément,
les deux, que ce soit Karaganov ou Trénine, disent d'abord il faut réhabiliter la peur. Ça, c'est un vieil argument de Trénine, puisqu'il l'a déjà introduit il y a 1 an pratiquement, dans un papier en expliquant que les Occidentaux n'ont plus peur du nucléaire. C'est le fruit de 78 ans de paix sur le continent européen. C'est quelque chose de très, très abstrait, quelque part, peut-être tant mieux, hein, mais que finalement, il fallait réhabiliter cette peur parce que c'est elle qui peut prévenir le dérapage que lui sent comme un peu inexorable, qui serait le fruit d'un conflit direct entre l'OTAN et la Russie. Donc, commencer par réhabiliter la peur. Réhabiliter la peur, dans leur lecture, ça passe par quoi? Ça passe par abaisser le seuil d'emploi de l'arme nucléaire. Et donc là, il explique un certain nombre de mesures à prendre pour faire comprendre concrètement que ce seuil a été abaissé, que la Russie pourrait être en mesure d'utiliser cette arme-là. Et dans leur vision, le déploiement d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie va dans le bon chemin. Va dans ce sens-là, et c'est quelque chose d'ailleurs que Karaganov, que je crois Trénine salue, ou Karaganov salue dans son papier, je ne sais plus. Et si jamais les Occidentaux continuent, une fois de plus, dans leur lecture, dans la vision des choses, à tester la patience de la Russie, à tester les lignes rouges de la Russie, à livrer des armes de qualité de plus en plus, je dirais, performantes, les F-16, etc., en fonction de la façon dont ces armes sont utilisées, il ne faut pas se restreindre et donc taper concrètement les bases aériennes en Pologne ou en Roumanie, je ne sais pas, qui abriteraient, le cas échéant, ces avions. L'idée étant que cela, par je dirais, l'effroi que ça susciterait, finirait par précipiter la fin du conflit. Bon, c'est de la théorie tout ça, évidemment. C'est de la théorie et c'est assez effrayant, mais c'est de la théorie. Donc voilà, les autres expliquant qu'on ne pourra pas, c'est illusoire de croire qu'on puisse construire un nouveau monde multipolaire, ce qu'on veut, où les Occidentaux seraient marginalisés sur, je crois que la formule qui est utilisée par les auteurs du Alimemo est les fondations atomiques du nouveau monde qu'appellent de leur vœu Karaganov et autres. Bon, ils expliquent que c'est complètement illusoire et que briser le tabou, si la Russie brise le tabou nucléaire, elle aura finalement beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Mais donc, il y a un débat d'idées. Voilà, si je peux me permettre, il y a une première réaction de Vladimir Poutine qui a estimé que la Russie n'aurait pas besoin de l'arme nucléaire pour l'emporter. Alors, à suivre, mais la première réaction, elle est plutôt négative au plus haut niveau de l'État. Oui, exactement. Vladimir Poutine rappelle systématiquement qu'il y a un corpus doctrinal, que les gens doivent se tourner vers le corpus doctrinal, le lire, et ils verront que la Russie n'a pas vocation à utiliser ce genre d'armes dans les circonstances actuelles. C'est un argument qui est repris par les chercheurs de l'IMEMO, qui expliquent que ce soit la doctrine nucléaire, enfin, ce qu'on appelle la doctrine nucléaire, d'une part, ou même le concept de politique étrangère russe qui a été remis à jour au 31 mars dernier, dans les deux cas, ils excluent l'emploi de l'arme nucléaire en premier, sauf si, comme on dit, comment dirais-je, l'existence même de l'État russe est menacée. Hein, c'est ce qui est expliqué dans les textes. Et aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, d'un point de vue purement technique, j'imagine que la décision d'emploi de l'arme nucléaire n'est pas entre les mains de Loukachenko, sur celles qui sont basées en Biélorussie. Parce que il a eu des déclarations disant si le territoire biélorusse est attaqué, je l'emploierai, mais je ne pense pas qu'il ait la main sur le bouton en réalité. J'en doute très fort. Hein. Je pense pas. Je pense que c'est des armes qui restent sous garde russe et que l'éventualité de leur emploi dépend exclusivement de la Russie. Donc c'est pareil, on est dans la gesticulation. On a une question d'auditeur concernant la reconstruction. Comment peut-on parler de reconstruction sachant que la guerre semble indéterminée? Faut-il y voir un énorme gâteau bien plus alléchant que la guerre en elle-même? Premier arrivé, premier servi. Enfin, pour faire une analogie, mais évidemment chaque chose étant égale par ailleurs, pour la Syrie c'était la même chose. Hein. Il y a eu, alors que les combats étaient loin d'être terminés, d'ailleurs la situation est toujours, enfin aujourd'hui elle est catastrophique la situation en Syrie, hein, mais il y a eu des réunions de donateurs et de différents organismes à plusieurs reprises dans la deuxième moitié des années 2010 pour déjà réfléchir un peu à qui paierait, comment on pourrait reconstruire le pays qui a été très largement ravagé. Donc je dirais que plus on s'y prend en avance, plus les choses devraient ensuite se mettre en place rapidement, tout simplement. Après, là, la question sous-jacente, c'est l'attribution des marchés, c'est qui va faire quoi, le béton, le rail, l'électricité. Bon, ça, c'est déjà encore l'étape d'après, parce que déjà, il faut de l'argent pour financer tout ça. Là, je rappelle que c'est des promesses de dons, mais je suis d'accord que l'idée même de discuter de reconstruction, alors qu'aujourd'hui, on est loin d'un cessez-le-feu, hein, tout simplement, paraît un petit peu illusoire, mais
c'est bien de s'y mettre en avance, surtout quand on a en parallèle un débat sur les actifs russes, pas les actifs russes. Lors de cette conférence de Londres, M. Shmyhal, le Premier ministre ukrainien, est arrivé avec un plan un petit peu magique où il explique, alors lui déjà il explique qu'il y a beaucoup plus de destruction. Pour lui, c'est pas 400 milliards, c'est je sais plus combien, ça va au-delà de 500 milliards. Et pour lui, il faut tout simplement puiser dans les actifs russes. C'est un peu Yaka Faucon finalement. Mais les autres ont un peu plus réalistement cherché ou à peine plus réalistement cherché, je dirais, d'autres pistes, notamment solliciter le secteur privé. Mais bon, je ne sais pas qui aujourd'hui a envie d'investir plusieurs milliards dans un pays qui est en guerre en fait, hein. Bien. D'ailleurs, les 50 milliards de Van der Leyen, ça a quelle affectation? C'est pas pour le militaire, on est bien d'accord, c'est juste pour le fonctionnement de l'État, c'est ça? Ouais, alors en fait, c'est effectivement, ce que je comprends, hein. C'est de l'aide macro-financière pour faire tourner l'intendance en Ukraine, donc que le budget soit à peu près à l'équilibre. C'est une rallonge de 50 milliards à un budget qui avait été voté pour tout à fait autre chose en 2020 et qui s'est retrouvé sollicité pour finalement aider l'Ukraine à fonctionner. Donc là, c'est plutôt effectivement du budgétaire pour que l'intendance ukrainienne fonctionne. Il me semble que ce serait affecté à ça. Ouais. Donc c'est 50 milliards sur 4 ans, hein, donc 2024, 2025, 2026, 2027. Eh bien, alors, je pense que ça va être notre dernière question. Il y a une analogie avec la période du Covid. On s'est aperçu, on le savait avant, mais ça a été mis en évidence, le fait que l'Europe était très coupée de ses matières premières de base pour les médicaments et qui étaient notamment venues de Chine. Est-ce que c'est la même chose pour l'armement? Parce que là, l'Allemagne a des difficultés à produire ou à reconstituer ce stock. Alors j'imagine qu'on n'en est plus au salpêtre, mais est-ce qu'on a les matières premières en Europe pour l'armement? Ouais, c'est plus ça le pète, mais c'est quelque chose qu'on appelle un peu la poudre noire qui doit s'en rapprocher, qui est très, ouais, non, mais qui est très sollicité et alors je peux pas dire exactement les circuits qui fournit quoi dans quelle proportion, mais c'est certain qu'il va y avoir une tension sur la demande, puisque si les Américains décident aussi ne serait-ce que de recomposer les stocks, d'une part, et d'autre part, les Européens aussi s'y mettent, à un moment donné, il y aura un peu des tensions sur le marché, hein, comme on dit. D'une part, d'autre part, il y a des questions de coût, parce que ça va coûter quand même très cher, tout ça. Et ensuite, comme il y a certains armements qui sont quand même très sophistiqués, il y a toutes les questions des microprocesseurs, etc. Donc ça nous amène plutôt vers Taïwan et vers un autre contexte géopolitique potentiellement glissant, hein, qui pourrait peser, mais pour l'instant, les choses semblent quand même relativement maîtrisées. Donc oui, il y a la question on revient, là, comme tu dis le Covid, c'est tout à fait juste, on revient sur la dichotomie, les flux et les stocks. Voilà. C'est les flux qui ont été complètement interrompus pendant la pandémie et donc les États qui avaient des stocks étaient un petit peu moins mal lotis que les autres. La logistique ayant été complètement chamboulée. Là, c'est un petit peu la même chose, sauf que la logistique internationale est repartie, que les coûts aussi, certes, ont peut-être pu s'envoler sur certains segments, mais néanmoins, on peut se refournir. Mais là, l'enjeu, c'est recomposer les stocks, puisque les stocks commencent à être particulièrement épuisés. Donc, on est un petit peu toujours sur cette effectivement dichotomie qu'on a découvert ensemble en 2020 pendant la pandémie. Alors, on a une dernière question, mais je pense qu'on a déjà répondu dans un briefing précédent. Bonjour, j'ai pris en cours votre session. Avez-vous un commentaire concernant l'invité d'honneur, le cheikh d'Abu Dhabi au SPIF? Alors, je vous conseille vivement de revoir en replay notre dernier briefing sur YouTube. On a beaucoup parlé du SPIF. À la fois, Arnaud nous a fait un long développement très intéressant sur les tenants et aboutissants. Et puis, on a eu aussi quelques reports d'atmosphère avec Pavel qui était là-bas. Donc, je vous conseille vivement d'écouter ça. Peut-être, Arnaud, si tu veux dire deux mots quand même sur le chèque. Bon, le chèque, c'est plutôt Igor, si j'ose dire. Chèque Le Igor. Cheikh Igor. Non, bah, alors je n'étais pas à la session en question où le SPIF a été débriefé, hein, puisque j'étais ailleurs, mais sans faire de redite, à mon avis, oui, les Émirats Arabes Unis étaient l'invité d'honneur, ce qui, en gros, est aussi l'illustration de relations florissantes, hein, entre les Émirats Arabes Unis et la Russie, notamment au plan économique. L'année dernière, les deux pays ont échangé pour un peu plus de 9 milliards de dollars
de commerce, ce qui est un record dans leur relation et ce qui fait des Émirats arabes unis un des premiers, si ce n'est en fait le premier partenaire arabe de la Russie l'an dernier, loin devant les traditionnels égyptiens, algériens, et loin derrière un autre partenaire comme la Turquie, où là on atteint des sommets, plus de 60 milliards de dollars d'échanges commerciaux. Donc évidemment, on ne joue pas dans la même catégorie, mais ce qu'il faut voir, c'est que on est sur une relation, quand on regarde, on se retourne, on regarde les 10 dernières années, même 12 dernières années, une relation qui est vraiment sur une pente montante, ascendante, quasiment sans aucun sans faute, aussi bien au niveau business qu'au niveau d'ailleurs politique, en dépit de dossiers empoisonnés, comme la Syrie dont je parlais tout à l'heure. Les deux se sont retrouvés comme de part et d'autre. À soutenir des camps différents, mais ce qui n'a pas empêché qu'ils ont assez réalistement et pragmatiquement, je dirais, tenu à non seulement maintenir les canaux ouverts, mais à les alimenter et à développer leur partenariat. Alors, partenariat, évidemment, c'est bon, les affaires, le commerce, c'est dans l'agroalimentaire. Les Émirats arabes unis achètent des produits du complexe agroalimentaire russe. C'est dans les hautes technologies. Avant la guerre, il y avait même des problèmes de coopération sur des sujets de défense, des questions de défense. Donc c'était vraiment un partenariat qui s'élargissait horizontalement, qualitativement, et qui pour l'instant continue de croître en dépit ou grâce à, je ne sais pas, depuis des sanctions internes sur la Russie, etc. En tout cas, les Émirats arabes unis, et évidemment des liens humains qui se densifient. On l'a évoqué ici, les sociétés russes et les gens qui se sont relocalisés là-bas, comme on dit maintenant. Évidemment, sur le moyen terme, voire long terme, ça va combler un déficit dans la relation qui est la connaissance de la culture de part et d'autre, la culture des affaires et la connaissance des personnes, qui était encore il y a quelques années très très ténue et qui maintenant va se densifier et qui va porter cette relation, à mon avis, encore un peu plus haut. Merci beaucoup de ce point. Voilà, bien, nous avons terminé notre briefing 152. Donc, la semaine prochaine, Pavel Chinsky et moi-même serons à Paris pour la grand-messe des CCI françaises à l'étranger. Donc, on aura certainement beaucoup de conversations intéressantes et des partages d'expériences. Et bien entendu, le briefing continue avec nos deux experts qui vont rivaliser de connaissances, d'intelligence et de finesse, comme toujours. Et donc, ils vous retrouveront lundi et jeudi de la semaine prochaine et nous réfléchissons à la façon dont nous allons continuer le briefing pendant l'été. Donc, ça, on vous en reparlera non pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. Comme toujours, la C6 France Russie se tient à vos côtés. Tenez bon et à bientôt.